sur cette nouvelle capsule qui traite des attitudes et des émotions. Donc comme vous le voyez sur le schéma suivant, on est encore dans les influences internes et c'est la dernière capsule sur les influences internes. Donc nous allons aujourd'hui parler des attitudes. Nous allons voir comment les consommateurs forment des attitudes à l'égard de plusieurs objets, comme utiliser un dentifrice Crest au lieu de Colgate, aux comportements liés à la consommation en général, se brosser les dents, le nombre de fois par jour, donc des attitudes à l'égard de comportements. Les attitudes permettent de déterminer avec qui vous sortez, quelle musique vous écoutez, le fait que vous recycliez les boîtes vides ou que vous ayez choisi de devenir comptable le reste de votre vie. Donc vous avez ici quelques illustrations pour illustrer ce phénomène, ce concept d'attitude. Donc les attitudes, elles sont basées sur une partie affective, sur les émotions, des sentiments, et sur une partie cognitive avec les croyances. Les croyances sont des connaissances qu'un individu possède à propos d'un objet. On se base généralement sur des croyances pour élaborer un choix. Toutes ces croyances se développent au fil des apprentissages et de l'exposition à divers stimuli marketing. Les croyances les plus importantes pour un responsable marketing sont celles qui se fondent sur les attributs et les bénéfices, car elles décrivent la perception des relations qui s'établissent entre eux. Croyances positives, par exemple aller à la fac en métro, ça permet de diminuer les gaz à effet de serre. Les croyances s'expriment sur le long d'un continuum variant entre deux pôles, négatifs ou positifs. Donc il y a une notion de valence dans les croyances. Le concept d'attitude, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une évaluation générale et durable. C'est une tendance ou une prédisposition à agir de façon favorable ou défavorable à un objet ou une classe d'objets. La fonction des attitudes, il y a la fonction utilitaire, ça permet de gagner du temps, donc on va agir en fonction de nos attitudes pour être plus efficace. La fonction d'expression des valeurs, avec tout le côté, le symbolisme, la fonction de protection de l'ego et la fonction de connaissance. Donc l'objet de l'attitude, comme on l'a dit, comme je l'ai évoqué en introduction, ce concept il doit être pris au sens large. Vous pouvez avoir des attitudes en lien avec des comportements, avec des activités, avec des produits, avec des marques. Donc on développe des attitudes par rapport à tout un ensemble de choses, de produits ou de services. Donc ces attitudes, les entreprises elles peuvent jouer dessus, elles peuvent influencer ces attitudes. Donc notamment au niveau cognitif, en augmentant la notoriété d'une marque, en augmentant la connaissance des attributs de la marque. Elles peuvent aussi jouer sur le côté affectif de l'attitude, en changeant les attitudes envers la marque, en augmentant les préférences pour la marque en question. Et au niveau comportemental, en augmentant les intentions d'achat de la marque, en augmentant le taux d'utilisation, en faisant adopter de nouvelles utilisations. Donc il y a différentes attitudes et la publicité peut agir sur ces différentes formes d'attitudes. Donc de manière générale, on retient les trois composantes de l'attitude, donc qui sont la composante cognitive, rationnelle, où vous allez utiliser vos connaissances et vos croyances, la composante affective avec les émotions, les sentiments, et la composante conative, donc qui est en lien avec l'intention de comportement, avec le comportement. Donc on va revoir maintenant ces trois dimensions de manière successive. La dimension cognitive, donc, elle rassemble toutes les connaissances et les croyances relatives à l'objet considéré. Par exemple, l'attitude par rapport à Starbucks incorpore ce que le consommateur pense connaître de la politique promotionnelle de l'enseigne, de la qualité de ses marques propres, de sa charte de développement durable. Donc toutes les croyances autour de Starbucks vont constituer l'attitude cognitive. Au sein de cette dimension de l'attitude, il y a le principe de la cohérence cognitive. C'est-à-dire qu'un individu il recherche à être en cohérence. Donc le consommateur recherche l'harmonie et la logique dans ses pensées. Et si nécessaire, le consommateur il va modifier ses croyances pour retrouver cette harmonie et éviter la dissonance cognitive. Donc un exemple, c'est le consommateur il aime U2,
U2, ils sont sur l'iPod avec un produit spécifique signature U2. Donc le consommateur, il va aimer l'iPod, donc pour qu'il y ait cette cohérence qui soit retrouvée. Vous avez ici une petite publicité qui joue sur ce concept. J'aime ma femme, j'aime la Kronenbourg, donc ma femme achète la Kronenbourg par 6. C'est fou ce que j'aime ma femme. Donc c'est cette idée-là. Par exemple, une dissonance cognitive, ce serait vous pourriez être contre la cigarette et si votre fille ou votre fils se met à fumer, et ben d'un coup vous allez changer vos croyances et vous allez être moins défavorable envers la cigarette pour retrouver donc ce concept d'harmonie. Donc ça c'est pour la partie cognitive. Concernant l'attitude affective, eh ben, ça recouvre le jugement global et affectif qui comprend deux éléments. La direction, donc la valence, j'aime, je n'aime pas, et l'extrémité, l'intensité. Si c'est tout à fait mauvais, plutôt mauvais, moyen, plutôt bon. Donc si on reste sur l'exemple de Starbucks, c'est j'apprécie beaucoup Starbucks pour son café, pour l'ambiance, pour le plaisir que me procure Starbucks. Donc là on est voilà, dans cette dimension affective. Donc dans la dimension affective, on retrouve des émotions. Une émotion, qu'est-ce que c'est? Une émotion, c'est un ensemble de sensations. C'est une euphorie. Ça accompagne la plupart du temps de réactions physiologiques. Donc une augmentation des battements de cœur, vous allez peut-être plus transpirer, vous pouvez avoir des larmes pour de la tristesse. Donc il y a un état physiologique qui est associé à chaque émotion et aussi des expressions faciales comme l'ont montré les travaux d'Ekman sur le sujet. Donc des émotions faciales que l'on ne peut pas forcément contrôler. Les différentes typologies. Donc pour les chercheurs, pour essayer de rendre compte de cette attitude affective, mais ils ont dressé des listes d'émotions et comme ça, quand on interroge le consommateur, et ben on lui demande quelle émotion il ressent suite à une expérience, suite à un stimuli, suite à la présentation d'un produit, d'une publicité, d'une marque. Donc on va lui demander quelles sont les émotions que ressent le consommateur pour essayer d'évaluer cette attitude affective. Donc vous avez la typologie de Batra et Holbrook de 1989 qui présente 10 émotions donc, à partir d'une synthèse de 34 réactions affectives. Une autre approche, c'est la typologie de Ritchin en 97, donc qui là propose encore un plus large spectre de réactions affectives, mais avec des limites que certaines réactions affectives peuvent être mal comprises par les répondants. Et donc une autre taxonomie, celle de Mehrabian et Russell, qui là ne fonctionne pas par une liste, mais permet sur un tableau de classer entre la valence, entre une réaction affective déplaisante et une réaction affective plaisante, et entre l'intensité, une faible stimulation et une forte stimulation. Donc c'est aussi une autre approche pour rendre compte des réactions affectives. L'idée, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les travaux d'Ekman qui dit que les réactions affectives, elles engendrent des expressions faciales et que celles-ci sont universelles, donc, et qu'il y aurait des émotions primaires que l'on retrouverait indépendamment des cultures. Donc travaux qui ont été contestés mais qui ont une large médiatisation. Vous avez notamment la série Lie to Me qui est basée sur les travaux d'Ekman avec une approche un peu judiciaire, un peu FBI qui pourrait plaire à certains d'entre eux. La place des émotions dans le processus de décision. Donc cette attitude affective, elle va influencer nos comportements. Les états affectifs vont interagir avec le processus cognitif et il va y avoir des allers-retours donc entre la dimension cognitive et la dimension affective de l'attitude. Cela peut par exemple fonctionner de la manière suivante. Une première impression est donnée vis-à-vis d'un objet sur une base uniquement affective. J'aime, je n'aime pas. Puis le jugement va alors modifier cette première impression avec des biais et l'aspect cognitif va ajuster donc cette première impression. La gestion des émotions par l'entreprise. Du point de vue pratique, l'entreprise peut s'engager dans une gestion des états affectifs du consommateur, de l'humeur avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat pour influencer
tout le processus de décision du consommateur. Donc nous avons vu dans un premier temps la dimension cognitive de l'attitude. Ensuite, on s'est intéressé à la dimension affective, avec les émotions, les sentiments, l'humeur, donc qui composent les états affectifs du consommateur. Il nous reste maintenant la dimension conative. La dimension conative, elle recouvre à la fois les intentions de comportement et les comportements effectifs. Et il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ce lien entre l'intention, je souhaite manger un burger chez McDonald's, et est-ce que je vais réellement aller manger ce burger chez McDonald's. Et ils ont vu qu'il y avait des limites. Par exemple, je peux être fan de voitures Tesla et puis de montres Tiger, mais je n'ai pas les moyens d'acheter ces montres, donc j'ai une intention favorable à l'égard de ces marques de luxe, mais pour des raisons financières, eh ben, je ne peux pas les acheter. Ou pour d'autres raisons, d'autres valeurs, d'autres pressions, les normes sociales, eh ben, peuvent empêcher ce lien entre une intention de comportement et l'observation du comportement réel. Donc parmi ces attitudes, eh ben, les chercheurs ils se sont intéressés à créer des différents modèles. Donc vous avez par exemple la théorie behavioriste de Fishbein qui dit si j'évalue la sécurité comme quelque chose d'important pour choisir une voiture et que Volvo joue sur la sécurité, eh bien, je vais avoir une réponse évaluative positive à l'égard de Volvo. Donc c'est ce lien entre les attributs de l'attitude et l'évaluation globale d'un produit ou d'une marque. Pour aller plus loin dans cette théorie behavioriste de Fishbein, il a proposé le modèle multi-attributs qui permet de mesurer l'attitude. Donc vous avez ici l'exemple avec la lessive Tide. Donc pour mettre en place cette mesure de l'attitude, eh bien, il y a différentes étapes. Vous devez d'abord définir quels sont les attributs déterminants, quels sont les attributs qui vont avoir une incidence sur le comportement. Ensuite, vous devez évaluer les attributs déterminants pour les classer les uns par rapport aux autres. Puis évaluer la position de la marque par rapport à ces attributs, et ça va vous permettre de faire émerger les préférences chez les consommateurs. Donc l'avantage de ce modèle multi-attributs, c'est que ça permet de poser un diagnostic, ça permet que les marques elles identifient quels sont les attributs qui jouent un rôle et ainsi modifier le mix marketing en fonction de ces attributs. Un autre modèle est le modèle de Zanal et Rempal, donc de 1988, qui lui cherche à proposer une intégration des deux modèles précédents, unidimensionnel et tridimensionnel. Selon cette approche, l'attitude est définie comme une opinion exprimant un sentiment favorable ou à l'inverse un degré d'aversion de l'individu vis-à-vis de l'objet sur un axe bipolaire, jugement positif versus jugement négatif. Dans le prolongement du modèle tripartite, ce jugement peut reposer séparément ou conjointement sur trois types d'informations. Des informations de nature cognitive, des informations de nature affective et des informations behaviorales. Et c'est ces trois informations qui vont influencer l'attitude du consommateur. Donc suite à ce modèle et toujours dans la poursuite d'un modèle qui pourrait expliquer les comportements, un des modèles les plus utilisés, les plus connus en comportement du consommateur, si vous deviez en retenir qu'un, il faudrait retenir celui-ci, c'est la théorie de l'action raisonnée qui a été proposée à nouveau par Eisen et Fishbein. Donc c'est l'idée que notre comportement, il y a une intention de comportement qui le précède, et que cette intention de comportement, elle est guidée par des attitudes envers le comportement et des normes subjectives. Dans les attitudes envers le comportement, on va retrouver la croyance que le comportement amène certaines conséquences, on va anticiper le comportement et on va évaluer les chances que ce comportement se réalise. Et à l'opposé, les normes subjectives sont liées à l'influence de l'environnement, avec les croyances que certaines personnes pensent que je devrais accomplir le comportement, les motivations à se conformer aux attentes de ces comportements. Et selon ce modèle, l'individu, il est comme ça, tous les comportements seraient influencés par l'environnement, par les normes sociales et par l'attitude envers le comportement. Donc ce modèle, il définit les liens entre les croyances, les attitudes, les normes, les intentions et les comportements des individus. Selon ce modèle, le comportement d'une personne serait déterminé par son intention comportementale à l'adopter. Cette intention serait quant à elle déterminée par
l'attitude de la personne et par ses normes subjectives relatives au comportement en question. Donc je vous remercie pour votre attention sur cette capsule qui portait sur les attitudes. Et je vous laisse maintenant quelques questions pour récapituler ce chapitre et continuer d'acquérir de la connaissance en comportement du consommateur. À bientôt!